Le cercueil est petit, trop petit. C'est ma première pensée cohérente en abaissant Caleb dans le sol. Le dernier lieu de repos de mon fils de 9 ans. Mes mains ne cesseront pas de trembler. J'ai essayé de les serrer contre ma robe noire, les serrer ensemble jusqu'à ce que mes doigts deviennent blancs, et même les mettre dans mes poches. Rien ne marche. Les larmes coulent sans fin. Des rivières silencieuses sur mes joues que je n'ai plus à essuyer. Mes nœuds d'estomac avec chaque moteur mécanique du système de poulie abaissant son cercueil, et mes genoux menacent de se boucler sous moi. L'ouvrier du cimetière me hoche la tête, attendant un signal que je suis prêt pour ce moment. Je ne serai jamais prêt. Il y a 8 mois, les médecins ont finalement nommé le monstre qui volait la force de mon fils. Rare trouble sanguin, ont-ils dit, comme si l'étiquetage pourrait le rendre moins terrifiant. Caleb a pris la nouvelle mieux que moi, son petit visage sérieux mais déterminé comme le médecin a expliqué les traitements. Ça va faire mal? Il a demandé, sa voix est stable. Parfois, le docteur a répondu honnêtement, mais nous ferons tout notre possible pour aider. Il ne s'est jamais plaint pendant 8 mois d'aiguilles, de transfusions, de médicaments avec des noms que je pouvais à peine prononcer. Même quand son petit corps a été ravagé par des fièvres qui l'ont laissé trembler sous les couvertures de l'hôpital, il me regardait avec ses yeux comme celui de son père et disait « Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas, Amazad. » Maintenant, je suis seul à côté de sa tombe. La douleur de leur absence, une douleur physique aussi aiguë que la perte elle-même. Mes parents, qui devraient être à mes côtés. Ma sœur Victoria, qui a promis qu'elle serait toujours là pour nous. Mélissa, ma meilleure amie depuis la 3e année, qui m'a tendu la main dans mon divorce mais qui n'a pas pu se montrer aujourd'hui. Je sors mon téléphone, un geste réflexif que je regrette immédiatement. Le flux Instagram de Victoria se charge automatiquement. Des photos de sa fête de fiançailles au Grand Horizon Hotel inondent mon écran en ce moment précis. La voilà, verre de champagne relevé, diamant brillant, nos parents rayonnant à côté d'elle. L'horodatage montre qu'il a été posté il y a 20 minutes alors que j'écoutais le ministre parler des mots qui ne pouvaient pas capturer qui était Caleb. Ça va, ma chère? Je me lève pour voir Angela, ma voisine âgée, la seule personne venue aujourd'hui. Sa main mouillée repose légèrement sur mon bras, ses yeux pleins de véritable inquiétude. Pendant 18 mois, elle a apporté des repas faits maison à notre maison quand j'étais trop épuisé de visite à l'hôpital pour cuisiner. Elle s'est assise avec Caleb quand je devais me doucher ou dormir. Elle n'a jamais traité sa maladie comme un désagrément. Ils ne sont pas venus, je murmure, les mots à peine audibles. Pas l'un d'eux. Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir du rire de Caleb, le vrai, avant la maladie quand elle se répandrait d'un endroit profond et incontrôlé. Comment il a déclaré à 7 ans qu'il allait devenir médecin pour soigner des enfants comme moi un jour. La façon dont il insisterait pour porter son pyjama super-héros au traitement de chimio parce que les super-héros sont courageux, même quand ils ont peur. Ce garçon t'aimait plus que tout au monde, dit Angela tranquillement. Je me rappelle comment Ethan, mon ex-mari, avait créé un fonds de 850 000 $ pour Caleb avant que sa compagnie le transfère à l'étranger. S'il arrivait quelque chose, il aurait dit, vous êtes le bénéficiaire résiduel. Je sais que vous honorerez sa mémoire. Il n'aurait pas pu savoir à quel moment ces mots seraient importants. Une partie de moi veut appeler mes parents pour crier jusqu'à ce que ma voix cède. Comment ont-ils pu choisir la fête des fiançailles de Victoria pour les funérailles de leur petit-fils? Une autre partie se sent trop engourdie pour ressentir quelque chose. J'ai passé 18 mois à me battre pour la vie de mon fils, à dormir dans des chaises d'hôpital, à mémoriser la terminologie médicale, à plaider quand les médecins rejettent les symptômes. Il n'y a plus rien pour se battre. Mon téléphone bourdonne avec un SMS. Le nom de ma mère apparaît sur l'écran. Il faut qu'on parle. Apportez les documents de confiance demain. Je regarde le message, je le lis 2 fois pour m'assurer de comprendre. Ils ne sont pas venus aux funérailles de Caleb, mais ils sont intéressés par son fonds de fiducie. Quelque chose de froid et d'analyse me coupe le chagrin pour la première fois aujourd'hui. Quelque chose ne colle pas. J'enterre mon fils aujourd'hui. Je ne peux pas parler de paperasse. Sa réponse vient immédiatement. Ne sois pas dramatique. C'est important pour toute la famille. Toute la famille. La même famille qui ne pouvait pas passer 2 heures pour dire au revoir à Caleb. La réalité de ce qui se passe commence à se cristalliser. Il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est la dernière chose que j'ai pour mon fils. Son héritage, l'avenir qu'il n'aura jamais.
Je réalise avec une clarté soudaine que je suis seul dans ce combat. Mes parents, Victoria, même Melissa, sont unis, coordonnés alors que je suis vulnérable et isolé dans mon chagrin. Qu'ont-ils prévu? Pour combien de temps? Angela remarque ma détresse. Qu'est-ce que c'est? Je lui montre le message de ma mère, regardant son visage durcir quand elle le lit. Elle dit doucement. Ils ne peuvent pas penser. J'éteins complètement mon téléphone. Ce qu'ils veulent, ça peut attendre. Ce moment appartient à Caleb. Je ne les laisserai pas m'enlever ça aussi. Angela met une main douce sur mon épaule. Tu n'es pas seul, chérie. Je suis là. L'ouvrier du cimetière s'approche avec hésitation. Désolé, mais on doit finir le service. Je regarde le cercueil de Caleb, suspendu au-dessus de la terre ouverte. Suis-je censé partir maintenant? Le laisser seul ici? Mon corps se sent gelé, incapable de prendre ce premier pas loin. Angela avance. Donnez-lui un moment, s'il vous plaît. Elle dit au revoir à son fils. Le travailleur crie et recule. Respectez la frontière qu'Angela a créée. J'arrive dans ma poche et je retire la figure d'action préférée de Caleb, celle qu'il a insisté pour garder avec lui pendant chaque séjour à l'hôpital. Je m'agenouille près de la tombe et je la mets doucement sur son cercueil. Je protégerai ce qui est à toi. Je vous le promets. Je murmure. À mon avis, quelque chose se déplace en moi. Par le brouillard de la douleur, une petite étincelle s'enflamme. Je ne sais pas ce que demain apportera, mais je sais une chose avec une certitude absolue. Ils ne prendront pas l'héritage de mon fils sans se battre. Le matin après l'aube funéraire gris et bruissant, j'ai l'humeur de me rendre à la maison de style colonial de mes parents à Oakwood Heights. Je serre le volant trop fort, mes chanfreins se blanchissent à chaque mille près d'eux. Leur maison. Ma gorge se constricte à l'idée de les voir hier après avoir choisi la fête des fiançailles de Victoria pour les funérailles de leur petit-fils. Je me gare derrière une BMW argentée, la voiture de Melissa. Bien sûr, elle est là aussi. La porte d'entrée s'ouvre avant que je l'atteigne. Mon père se tient dans l'entrée, son visage un masque pratiqué de préoccupation paternelle qui n'atteint pas ses yeux. Destiny, entrez. Nous avons attendu. Le salon ressemble à une salle de réunion. Victoria est assise en premier sur le canapé crème, les jambes croisées à la cheville, ses cheveux blonds balayés dans un brillant parfait. Melissa perche à côté d'elle, étudiant sa manucure avec fascination soudaine quand j'entre. Ma mère se tient près du manteau, une main reposant sur une photo de famille encadrée où nous sourions tous, une performance pour la caméra. Personne ne mentionne Caleb. Personne ne dit qu'ils sont désolés. Mon père ne perd pas de temps. Il marche à la table basse d'acajou où un dossier est ouvert, des papiers disposés en piles soignées. Nous devons réaffecter la fiducie à Victoria en tant que fiduciaire. Il annonce, glissez un document vers moi. Signé ici et ici. Je ne cherche pas le stylo. De quoi tu parles? Victoria décroît les jambes et se penche vers l'avant. Vous n'êtes pas en état de gérer ce genre d'argent. Nous essayons d'aider. Ma mère s'approche, sa voix est révolue. Tu as toujours été impulsif avec les finances. Tu te souviens de la boutique que tu voulais ouvrir après la fac? Dieu merci, ton père t'en a parlé. Je regarde Melissa, en espérant un peu de l'amitié que nous avions autrefois. Elle rencontre brièvement mes yeux avant de regarder loin, son silence confirmant son allégeance. Nous avons déjà parlé à l'avocat d'Ethan. Mon père a dit de taper les papiers. Vu votre état mental. Il reconnaît que c'est la voie prudente. Les mots ont frappé comme des coups physiques. Je prends un des documents reconnaissant le langage juridique concernant les évaluations des compétences mentales. Une autre page attire mon attention. La recherche sur le droit de la fiducie remonte à 14 mois quand Caleb a été hospitalisé. Tu prévois ça depuis que Caleb est malade, je murmure, la réalisation qui me brûle. Pendant que j'étais assis à côté de son lit d'hôpital, vous cherchiez comment prendre son argent s'il est mort. Victoria soupira considérablement. Tu exagères encore. C'est pour ça qu'on s'inquiète. Mon père sort un autre document et le glisse sur la table. Si vous refusez de signer, nous sommes prêts à demander la tutelle. Le tribunal comprendra que le chagrin a compromis votre jugement. La portée de leur trahison cristallise. Ils ont congédié la maladie de Caleb pendant 8 mois, m'appelant surprotecteur quand j'ai insisté sur un problème grave.
Maintenant je comprends pourquoi il se positionnait tout le long, attendant que le pire arrive. Mon monde change. La réalité se reconstitue autour de cette terrible vérité. La mémoire après la mémoire réaligne dans cette nouvelle lumière. Ma mère il y a 10 mois, c'est probablement une anémie, un destin. Tu fais toujours des montagnes avec des taupiles. Mon père quand Caleb avait besoin d'un traitement spécialisé. Ces médecins profitent de votre anxiété. Il a juste besoin de vitamines. Il a refusé de lui rendre visite à l'hôpital. Les hôpitaux sont déprimants. De toute façon, il va s'améliorer. Je vois un plan qui regarde de dessous les documents de confiance. Je fais des plans de rénovation gratuits pour la nouvelle maison de Victoria, un remodelage de cuisine de $200 000, un home cinéma, une piscine avec une cascade. Tu ne lui as jamais rendu visite à l'hôpital, je dis, ma voix s'est stabilisée avec la clarté de la colère. Pas une fois dans 8 mois. Victoria jette sa tête, impatiente. Nous sommes tous en deuil différemment, Destiny. Certains d'entre nous font mieux. La cruauté décontractée de ces paroles m'étourdit. Pour la première fois, je vois clairement ma famille non pas comme le système de soutien aimant que j'ai désespérément essayé de croire, mais comme des gens qui voient Caleb et moi comme des accessoires dans leur image familiale parfaite, utiles seulement quand cela est pratique. Pourquoi maintenant? Je demande. Pourquoi cette urgence soudaine? Victoria échange des regards avec mes parents. Quelque chose passe entre eux. Une communication silencieuse qui m'exclut comme elle l'a toujours fait. Très bien. Tu mérites de savoir. Victoria dit enfin. La société de développement de Robert est confrontée à certains problèmes de trésorerie. Le mariage pourrait devoir être reporté à moins que nous obtenions des fonds supplémentaires. Ma mère fait des fidgets avec son collier de perles. Et il y a la propriété de vacances à Hilton Head. Le marché a tourné et nous sommes un peu étendus. Nous ne sommes pas des méchants, Destiny, mon père dit, son ton adoucissant à celui qui l'utilise pour conclure des affaires. Nous sommes une famille confrontée à des circonstances difficiles. Mélissa parle enfin, sa petite voix. Mon divorce sera définitif le mois prochain. Victoria m'a promis un poste chez Robert. J'ai besoin de ce destin. J'ai les jumeaux à réfléchir. Je les vois maintenant. Pas les méchants de dessins animés, mais les gens effrayés prêts à me sacrifier pour maintenir leur mode de vie, leur statut, leur confort. Si vous ne signez pas, nous devrons prendre des mesures plus radicales, prévient mon père, son doux masque se glisser. Ma mère prend ma main. Après tout ce qu'on a fait pour toi et Caleb toutes ces années, j'ai failli rire. Qu'ont-ils fait exactement? Vous avez envoyé des cartes d'anniversaire avec $20 de facture? Appelez une fois par mois pour poser des questions superficielles sur nos vies? Ne rends pas ça plus dur qu'il ne le faut. Mon père dit que la voix est endurcie. Tu ne penses pas clairement. Victoria vérifie sa montre. Nous avons besoin d'une solution dans les 60 jours avant la prochaine date limite de financement du projet de Robert. Le désespoir dans leurs yeux me dit tout. Il leur faut l'argent de Caleb. Mon argent maintenant pour résoudre leurs problèmes. Je suis debout, je rassemble les documents et je les remets dans le dossier. J'ai besoin de temps pour réfléchir, je dis, à me diriger vers la porte. Destinée. La voix de mon père porte le tranchant que je me souviens des arguments de l'enfance. Ne t'éloigne pas de cette table. Je ferme la porte derrière moi avec une finalité tranquille. Dans ma voiture, je presse mon front contre le volant, submergé par ce qui vient de se passer. Mon téléphone sonne avec un texto d'Angela. Comment ça s'est passé? Je suis là si tu veux parler. Avant de pouvoir répondre, un autre appel passe par les parents d'Ethan. Je réponds en secouant la main. Destinée, chérie. La voix de Martha est chaleureuse avec une réelle inquiétude. On vient d'apprendre pour les funérailles. On est désolé de ne pas être là. On était en Europe et on vient de recevoir les nouvelles. Nous avons tellement aimé ce garçon, ajoute George, sa voix brisée, leur chagrin sonne réel, leur préoccupation authentique, contrairement à la performance calculée que je viens de voir de ma famille. Pendant que je raccroche, je me souviens de quelque chose dont Ethan a parlé lors de la mise en place de la confiance de Caleb. Si vous avez des questions, contactez Richard Donovan. C'est le meilleur avocat de l'État. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai une sensation d'espoir. Je ne suis pas seul dans ce combat. Angela, qui a vu comment j'aimais Caleb tous les jours. Les parents d'Ethan,
qu'il aimait sans condition. Richard Donovan, qui sait exactement ce qu'Ethan a prévu pour l'argent de Caleb. Je démarre la voiture. Ma décision a été prise. Je n'essaierai pas de me battre seul. Je prends mon téléphone et je trouve le numéro de Richard Donovan dans mes contacts. Le bureau de Monsieur Donovan. Une réceptionniste répond. Je dois lui parler immédiatement, je dis, me surprendre avec la stabilité de ma voix. C'est à propos du Caleb Walker Trust. Le même jour, le cabinet d'avocats de Richard Donovan a glissé avec du bois poli et des livres en cuir. J'ai embrayé mon dossier de documents si étroitement que mes doigts deviennent blancs. Après 2 nuits sans sommeil en étudiant le droit de confiance en ligne, je ne suis toujours pas sûr de comprendre quel droit j'ai ou comment ma famille pourrait tenter de prendre l'héritage de Caleb de moi. Richard se lève derrière son bureau d'acajou quand son assistant me montre. Il est plus vieux que prévu avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Sa poignée de main est ferme, ses yeux bons, mais l'évaluation. Madame Walker, asseyez-vous. Je suis désolé pour votre fils. Je vous remercie. Ma voix s'accroche. J'ai entendu ces mots des dizaines de fois la semaine dernière, mais son ton porte une véritable empathie plutôt qu'une obligation. Je glisse le dossier sur son bureau. Ce sont tous les documents que j'ai sur la confiance de Caleb. Mon ex-mari, Ethan, l'a mise en place avant que sa compagnie le transfère outre-mer. Richard ouvre le dossier, scannant le contenu avec efficacité de la pratique. Il hoche de temps en temps, s'arrêtant pour lire plus attentivement certaines sections. Le silence s'étend jusqu'à ce que je ne le supporte pas. Ma famille veut que je signe sur le contrôle de la confiance. Ils disent que je ne suis pas assez stable mentalement pour le gérer à cause de mon chagrin. Les mots ont un goût amer sur ma langue. Ils ne sont même pas venus aux funérailles de Caleb. Richard lève les yeux. Ils n'ont pas assisté aux funérailles. Non, ma sœur Victoria a organisé sa fête de fiançailles le même jour. Mes parents et mon ancienne meilleure amie Mélissa ont choisi d'y aller. Il enlève ses lunettes, lui pince le pont du nez. Je me souviens quand Ethan a créé cette confiance. Il était très précis sur ses intentions. Richard ouvre son tiroir et sort un dossier de Manila avec le nom d'Ethan sur l'onglet. Mon souffle prend. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait des dossiers séparés. Ethan était exceptionnellement minutieux. Richard explique, en extrayant un document notarié. C'est sa déclaration d'intention pour la fiducie. Il me donne le journal et j'ai lu l'écriture familière d'Ethan. Cette confiance est de garantir l'avenir de Caleb et si le pire arrive à pourvoir au destin qui a tout sacrifié pour ses soins. Les larmes brouillent ma vision. Même de l'autre côté de l'océan, Ethan s'était préparé à cette possibilité. J'avais vu ce que je ne pouvais supporter de reconnaître. Richard dit qu'il y a d'autres choses à tourner son moniteur pour que je puisse le voir. Ce sont les relevés téléphoniques de notre bureau au cours de la dernière année. Le tableur montre plusieurs appels de numéros que je reconnais immédiatement. La ligne fixe de mes parents et le portable de Victoria. Ils vous ont contacté pour la confiance de Caleb. Ma voix se aiguise. Pas moi spécifiquement. Ils ont demandé des renseignements sur les dispositions relatives à la fiducie et les lois sur les bénéficiaires. Mon assistante l'a signalé parce qu'elle a reconnu les noms du dossier d'Ethan. Ils n'ont jamais parlé à un avocat ici. Une clarté coupe ma douleur pour la première fois depuis des jours. Ils savaient pour les conditions de confiance avant la mort de Caleb. C'est pour ça qu'ils planifient ça. Il semble que oui. Richard dit, son expression durcissante. Madame Walker, je veux être très clair sur quelque chose. Cette confiance comporte des dispositions explicites qui empêchent l'ingérence de la famille. Ethan construit en plusieurs couches de protection spécifiquement pour s'assurer que les fonds vont à Caleb ou à vous en tant que bénéficiaire résiduel. Ils n'ont pas de position légale pour contester cela. La confiance est en fer. Le poids qui presse sur ma poitrine s'éclaircit légèrement. Alors, ils ne peuvent pas le prendre? Pas légalement, non. Mais ils pourraient essayer d'autres tactiques, prétendant que vous êtes mentalement inapte à cause du chagrin, par exemple. Je pense au message dédaigneux de ma mère à l'enterrement, au calcul froid de Victoria, au silence inconfortable de mon père qui m'a présenté des papiers à signer. Donc, je n'ai pas besoin de les combattre pour la confiance, je dis lentement. Les pièces se réunissent. Je dois juste prouver leurs intentions. Les yeux de Richard se rétrécissent délicatement. Cela renforcerait certainement votre position. Avez-vous des documents sur leur tentative de contrôle?
Je sors mon téléphone pour lui montrer les SMS de ma mère du jour des funérailles. Ses sourcils se lèvent en lisant. C'est extrêmement utile, dit-il. Je suggère d'organiser une réunion avec votre famille. À vos conditions, dans un lieu public. 2 jours plus tard, je m'assois à une table d'angle dans Riverside Coffee, une enveloppe de Manila placée délibérément devant moi. La boutique s'agite avec des clients de l'après-midi, exactement comme je l'espérais. Le conseil de Richard me fait écho. Les lieux publics découragent les scènes. Contrôlez le récit dès le début. Demande. Angela attend dans sa voiture de l'autre côté de la rue, prête si j'ai besoin de renfort. Richard est en attente pour un appel. Pour la première fois depuis le diagnostic de Caleb, je ne me sens pas complètement seul. Ma famille arrive ensemble. Victoria mène la procession dans des lunettes de soleil design. Mes parents suivent comme des accompagnateurs. Melissa est derrière, en évitant mes yeux. Ils prennent place autour de la table sans commander de boisson, s'attendant clairement à ce que ce soit bref. Victoria atteint immédiatement l'enveloppe de Manila. Vous avez signé les papiers. Je savais que tu serais raisonnable. Je mets ma main fermement sur l'enveloppe. Avant de discuter de papiers, je veux savoir pourquoi aucun de vous n'est venu aux funérailles de Caleb. Ma mère soupirait énormément. Destiny, on a vécu ça. Les fiançailles de Victoria étaient prévues il y a des mois. On ne pouvait pas tout annuler si vite. C'était les funérailles de votre petit-fils, j'ai dit tranquillement. Et nous avons pleuré à notre façon, mon père répond, regardant nerveusement à des tables voisines. Tout le monde traite la perte différemment. J'ouvre l'enveloppe et je glisse plusieurs photos. Capture d'écran sur Instagram de Victoria. Découvert pendant les funérailles de Caleb. Verre de champagne levé. Une bague en diamant clignotant. Tout le monde rit. Pendant que j'enterre mon fils, tu buvais du champagne et tu riais. Ma voix reste stable, mais les gens à des tables voisines regardent. Les bouffées de Victoria. Tu retires ça du contexte. Ce n'est pas juste. Je sors un deuxième document de l'enveloppe. Les conditions de fiducie notariées sans modification sans consentement d'octroi soulignées en jaune. Ethan a fait ses intentions très claires. Cet argent est l'héritage de Caleb. Mon père cherche les papiers. Fais voir. Je les retire avant qu'il puisse les attraper. J'ai parlé à Richard Donovan. Il a la déclaration d'intention originale d'Ethan. La confiance ne peut être modifiée, transférée ou consultée par personne à part moi. Victoria a soigneusement composé des fissures d'expression. Tu ne mérites pas cet argent. Tu vas le gâcher. Sa voix porte. Plusieurs clients se tournent vers le regard. Baisse la voix. Ma mère siffle. Pourquoi? Je demande, en regardant directement Victoria. Êtes-vous inquiet? Les gens vont entendre comment vous avez essayé de profiter de votre sœur en deuil? Comment ne pas vous déranger d'assister aux funérailles de votre neveu, mais vouloir son fonds universitaire? Victoria se tient brusquement. C'est ridicule. Nous essayons de vous aider. Je n'ai pas besoin de ton aide pour récupérer les papiers dans l'enveloppe. Je ne signerai jamais rien. Mon père se penche vers l'avant, voix basse et menaçante. Tu fais une erreur. Nous pouvons vous rendre les choses très difficiles. Vous avez déjà, je réponds, debout toute ma vie, mais plus maintenant. Je sors, je sens leurs escaliers brûler dans mon dos. Dehors, Angela attend dans sa voiture, la fenêtre s'est renversée. Quand je glisse sur le siège passager, elle me donne un sourire fier. Tu leur as tenu tête. Tant mieux pour toi. Mon téléphone sonne. Richard demande une mise à jour. Comment ça s'est passé? Il demande quand je réponds. Devons-nous nous préparer à une action en justice immédiate? Je décris la confrontation pendant qu'Angela nous chasse du café. Richard écoute attentivement, puis confirme que nous sommes dans une position forte légalement. Ils vont probablement essayer autre chose, il avertit. Mais vous avez établi des limites, ce qui est critique. Après avoir raccroché, un autre appel arrive. Les parents d'Ethan. Ils offrent d'arriver de l'Arizona pour témoigner des intentions d'Ethan si nécessaire. Nous avons toujours su que les soins de Caleb étaient votre priorité. La mère d'Ethan dit, bon soutien que nous pouvons. Un message sans suite de Marc, mon ancien collègue qui a visité Caleb régulièrement pendant ses séjours à l'hôpital. Angela m'a dit, qu'est-ce qui se passe?
Tout ce dont tu as besoin, je suis là. Pour la première fois depuis des semaines, je sens le poids sur ma poitrine s'éclaircir. Je ne me bats plus seul. Dans l'allée d'Angela, je prends un moment avant de sortir de la voiture. Je touche la photo de Caleb sur mon tableau de bord. Sa dernière photo prise avant de tomber malade. Son sourire rayonne encore d'espoir. Première étape, mon pote, je murmure. Angela me serre la main. Tu as fait merveilleusement aujourd'hui, je hoche la tête, regardant l'horizon. Mais ils n'abandonneront pas facilement. Ils vont essayer quelque chose de plus grand ensuite, et nous serons prêts, dit Angela fermement. Tu n'es plus seul, Destiny. Je respire profondément, je sens quelque chose de peu familier en moi. Pas seulement le chagrin, pas seulement la colère, mais la résolution. Ils ne pouvaient pas se soucier de dire au revoir à mon fils. Ils n'auront pas à décider ce qui arrive à son héritage. 3 jours après la confrontation avec le café, j'ai diffusé des documents sur le bureau d'acajou de Richard Donovan, mes mains étant stables pendant que je les arrange en tas soigné. Le chagrin s'affaiblit sous ma peau, mais quelque chose d'autre est apparu à côté. Une objectivité froide et claire qui me surprend par son intensité. Ils vont demander la tutelle, dit Richard, en tapant un doigt contre un mémoire légal. Son bureau sent le cuir et les vieux livres, le genre d'endroit où les batailles sont planifiées plutôt que combattues. Ils vont essayer de prouver que vous êtes mentalement inapte à cause du chagrin. C'est leur chemin le plus clair vers la confiance. Je hoche la tête, en étudiant la chronologie. J'ai créé 18 mois de maladie de Caleb cartographiés en détail. Victoria ne fait jamais son propre sale boulot. Elle utilisera maman et papa comme pétitionnaires. Peut-être même Mélissa. Une observation intelligente. Richard dit, véritable respect dans sa voix. Nous devons documenter chaque interaction depuis le diagnostic de Caleb, chaque visite à l'hôpital que vous avez faite, chaque rendez-vous manqué. Je sors mon téléphone, j'ouvre mon agenda. J'ai les dossiers de tous les rendez-vous. Je peux prouver que je n'ai jamais manqué un seul. Ma voix s'accroche légèrement. Même le lendemain du départ d'Ethan. Richard fait une note. Et tes parents, Victoria? 0 visite. Pas quand il a été diagnostiqué. Pas pendant les 3 semaines qu'il a passées en isolement après l'échec du traitement médulaire. La mémoire pique, mais je la traverse. Même quand les médecins nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire de plus. Documentez tout, dit Richard. On ne bouge pas encore. Nous nous préparons. Nous recueillons des preuves. Nous anticipons leur attaque. Quand ils viendront, nous serons prêts. Je passe le doigt sur une facture d'hôpital, me rappelant comment j'avais appris à déchiffrer les codes médicaux et à contester les refus d'assurance. Comment je suis devenu l'avocat de Caleb quand personne d'autre ne le ferait. 8 mois de traitement et pas une visite de. Pas un. Richard se penche vers l'avant. Destiny, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de prouver que vous êtes mentalement compétent. Il s'agit de prouver qu'ils n'ont jamais tenu à Caleb, seulement son argent. Les mots ont mal, mais la vérité en eux m'étudie. Alors c'est exactement ce qu'on va prouver. Au cours de l'heure qui vient, nous trions les états financiers qui montrent que je gère méticuleusement les frais médicaux de Caleb. Richard amène un notaire pour assister à ma signature d'affidavit. La préparation ressemble à une armure de construction. Chaque document une autre plaque. De protection autour de l'héritage de Caleb. Ils vont prétendre que votre chagrin vous rend instable. Richard prévient. Nous devons contrer ce récit avant qu'il ne puisse être établi. Angela a gardé un journal, je dis, me surprenant avec cette connaissance. Elle a documenté chaque fois qu'elle a aidé Caleb pendant sa maladie, elle m'a dit hier. Richard hoche la tête. Parfait. Les observations d'un tiers neutre auront un poids important. Je sors mon carnet. J'ai aussi contacté l'oncologue primaire de Caleb et son professeur. Tous deux sont prêts à fournir des déclarations de caractère. Parfait, Richard dit. Et Ethan? Son intention lors de la création de la confiance pourrait être cruciale. J'ai appelé ses parents hier soir. Il se coordonne avec son avocat pour documenter ses intentions originales. Les mots viennent facilement maintenant, chaque mouvement stratégique clair dans mon esprit. Et j'ai installé des caméras de sécurité chez moi. S'ils essaient de me confronter à nouveau, ça sera documenté. Richard fait une note. Je consulte le docteur Elizabeth Warner demain.
C'est une experte en psychiatrie qui peut vous évaluer et contrer les problèmes de condition physique mentale qu'il pourrait apporter. J'hésite avant de partager ma prochaine pensée. Je collectionnais des captures d'écran. Chaque fois qu'ils ont renvoyé la maladie de Caleb comme rien de grave. Chaque message où ils disaient que j'exagérais, ma voix durcit. Ils ont créé un modèle de minimiser son état tout en prévoyant simultanément de prendre son fonds de fiducie. C'est exactement le genre de preuve dont nous avons besoin, dit Richard tranquillement. Pas seulement pour te défendre, mais pour exposer leurs motifs. Je regarde par la fenêtre de son bureau à l'automne laisse danser sur le parking. Caleb aimait la chute, les couleurs, l'odeur de la cannelle, la façon dont les feuilles se croisaient sous ses pieds. En octobre dernier, je l'avais conduit devant l'hôpital pour qu'il sente l'air pur sur son visage. Ça va? Richard demande. Je me souviens juste, je dis, revenir au présent. De quoi d'autre avons-nous besoin? Alors que Richard décrit nos prochaines étapes, mon téléphone bourdonne avec un texto d'Angela. J'ai des nouvelles de Martha à l'hôpital. Mélissa posait des questions sur le calendrier de traitement de Caleb. Soyez prudent. Mon estomac se serre. Je montre le message à Richard. Il collecte des munitions. Il dit tristement. Mélissa aurait accès à des informations sur quand vous étiez à l'hôpital. Votre état émotionnel pendant le traitement. Elle a signé quelque chose, non? La réalisation me frappe comme un coup physique. Un affidavit disant que j'étais instable pendant la maladie de Caleb. Le silence de Richard confirme mes soupçons. C'était mon ami depuis la 3e année, je murmure. La trahison est plus profonde que prévu. Elle m'a tenu la main dans mon divorce. Victoria recrute n'importe qui avec une connaissance intérieure de votre vie, Richard dit doucement. Elle augmente considérablement le niveau de menace. Je me souviens maintenant des visites de plus en plus rares de Mélissa comme l'état de Caleb s'est aggravé. Son expression inconfortable quand j'ai rompu après un pronostic particulièrement dévastateur. La façon dont elle avait cessé de me rencontrer dans les dernières semaines. Elle prétendra avoir été témoin d'un comportement erratique, je dis, de ma voix creuse. Et elle n'aurait pas tort. Parfois, je me suis effondré. Qui ne le ferait pas? Pour la première fois depuis le début de notre séance de stratégie, le doute s'installe. Ils ont peut-être raison. Peut-être je m'effondre. Je regarde mes mains tremblantes. Regarde-moi. Non, Richard dit fermement. C'est exactement ce qu'ils veulent vous faire douter de vous. Mon téléphone sonne encore. Angela vient au bureau de Richard. J'ai trouvé mes journaux. Tu dois voir ça. 30 minutes plus tard, Angela se promène avec une pile de cahiers. Ses cheveux argentés sont soigneusement épinglés en arrière, ses yeux féroces avec de l'énergie protectrice. Mélissa peut dire ce qu'elle veut. Angela annonce de placer les journaux sur le bureau de Richard. J'ai tout documenté. Tu passais tous les jours à cet hôpital. Chaque soir, tu t'asseyais avec Caleb quand il ne pouvait pas dormir. Chaque repas que j'ai apporté parce que tu n'as pas quitté son côté. Elle prend mes mains et les siennes. Ne les laissez pas vous faire douter, Destiny. C'est exactement ce qu'ils veulent. La chaleur de ses mains m'attache. Je regarde d'Angela à Richard, puis à la montagne de preuves que nous avons accumulées. L'héritage de mon fils protégé par la vérité. Fait documenté par fait documenté. Vous avez raison, je dis, de me redresser les épaules. Je dois me préparer à l'assassinat de personnages, pas seulement aux contestations juridiques. Alors que j'organise les journaux d'Angela dans notre pile de preuves, je réalise que nous construisons plus qu'une défense légale. Nous créons un monument à la vérité de qui était vraiment près de Caleb quand il comptait et qui ne l'a pas fait. Plus tard ce soir-là, après le départ d'Angela, mes mains se sont secouées pendant que j'ai enregistré la dernière photo au tableau des preuves du bureau de Richard. Ça montre mes parents à la fête des fiançailles de Victoria. Des verres de champagne surélevés à l'occasion exactement 42 minutes après la descente du cercueil de Caleb dans le sol. C'est le dernier morceau, dit Richard. Reprenons notre travail. Le mur de la salle de conférence s'est transformé en un calendrier complet de trahison. Des dossiers médicaux montrant chaque rendez-vous auquel j'ai assisté. Les états financiers démontrant la gestion responsable des frais médicaux de Caleb. Des déclarations du personnel hospitalier, des voisins et des enseignants de Caleb. Une absence documentée de 18 mois de ma famille pendant la maladie de Caleb. Ça suffira?
Je demande, de redresser un document qui détaille l'accès non autorisé de Victoria aux dossiers médicaux de Caleb. Richard ajuste ses lunettes, son expression sérieuse mais confiante. Ils vont demander la tutelle d'urgence, affirmant que vous êtes mentalement inapte, mais nous avons anticipé chaque argument qu'ils pourraient faire. Ils tapent la déclaration notariée des parents d'Ethan. Cela seul rend leur position juridiquement précaire. Je trace mon doigt le long de la chronologie que nous avons créée. 8 mois de visite à l'hôpital, d'innombrables nuits de sommeil dans des chaises inconfortables près du lit de Caleb. Les traitements, les espoirs, les revers, tous documentés avec soin. Je n'ai jamais pensé avoir besoin de prouver que j'étais une bonne mère, je murmure. Vous ne devriez pas avoir à, Richard dit, mettre une main de soutien sur mon épaule. Mais les gens qui veulent ce qui n'est pas le leur créeront tout narratif qui les servira. Comme sur Q, mon téléphone bourdonne avec un texto d'Angela. Je l'ai lu à haute voix. 23 voisins ont signé la pétition. Une petite victoire, mais chacun renforce notre position. J'ai passé la semaine dernière à rassembler un arsenal de vérité contre l'attaque inévitable de ma famille. Les caméras de sécurité surveillent maintenant ma maison, enregistrant toute visite non invitée. J'ai documenté chaque texte, chaque boîte vocale, chaque post de médias sociaux où Victoria interroge subtilement mon état mental. Il me dépeigne comme instable, je dis, en regardant le récent billet Facebook de Victoria demandant des prières pour les membres de la famille qui ont des problèmes de santé mentale après la perte. La section des commentaires regorge de réponses sympathiques, aucune ne mentionnant qu'elle n'a pas assisté aux funérailles de son neveu. Richard hoche la tête. Stratégie classique. Ils ne peuvent pas gagner pour des raisons légales, donc ils essaient de gagner devant la cour de l'opinion publique d'abord. Le téléphone de son bureau sonne. Richard répond, son expression s'assombrit en l'écoutant. Je vois. Merci de nous avoir informés. Il raccroche et se tourne vers moi. C'était mon contact à l'hôpital mémorial. Quelqu'un a demandé le dossier médical complet de Caleb hier. Mon estomac tombe. Qui ça? Victoria a utilisé un ancien formulaire de contact d'urgence pour y accéder. La pièce semble légèrement inclinée. Ils tordront tout, je dis, ma voix s'élève. Ils trouveront la seule fois que j'ai interrogé un médicament ou que j'ai eu des émotions avec une infirmière et l'utiliser pour me faire paraître incompétente. Ils deviennent désespérés, dit Richard. Cette violation de confidentialité montre jusqu'où ils sont prêts à aller. Je prends le bord de la table pour étudier moi-même. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Richard ouvre son ordinateur portable. Allons voir. Il tape rapidement, puis tourne l'écran vers moi. Ils ont appelé vos anciens collègues de la firme de marketing. Allié dans le message de mon ancien superviseur apparaît. Destiny, ta sœur a appelé, demandant votre stabilité émotionnelle pendant ton travail. Qu'est-ce qui se passe? Appelez-moi. Ils construisent une affaire contre moi sur tous les fronts, je dis. La colère a finalement brisé mon chagrin. Ils essaient d'effacer tout ce que j'ai fait pour Caleb. Richard ferme l'ordinateur. Nous devons ajouter une revendication de lutte contre la diffamation à notre stratégie. Cela va au-delà de la confiance. Maintenant ils attaquent votre réputation. Je pense au visage courageux de Caleb pendant les traitements. Il ne s'est jamais plaint de ses pires jours. Si mon enfant de 9 ans pouvait affronter la mort avec courage, je pourrais affronter ma famille avec la même détermination. Laissez-les essayer, je dis, ma voix est plus stable qu'elle ne l'était depuis des semaines. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est quoi? Richard demande. La vérité, je réponds. Retour à notre bureau d'épreuve. Chaque moment que j'ai passé avec Caleb, chaque décision que j'ai prise pour lui, chaque sacrifice, tout est là. Ils ne peuvent pas effacer ça. Richard hoche la tête. Je vais mettre à jour notre dossier de réponse juridique pour y inclure leurs actions récentes. La nuit, nous avons affiné notre stratégie, en tenant compte de l'escalade des tactiques de Victoria. Richard confirme, notre réponse juridique est complète. Des témoins de caractère préparés, des preuves organisées, des contre-allégations prêtes. Angela appelle en rentrant chez moi. Le système de sécurité fonctionne parfaitement, me dit-elle. Je l'ai testé une fois de plus pendant que tu étais parti. Je vous remercie, je dis, se sentir une hâte de gratitude pour cette femme qui est devenue plus famille pour moi que ma famille réelle. Les parents d'Ethan arrivent demain.
Ils apportent des documents sur le but original de la fiducie. Vous avez tout fait pour protéger l'héritage de Caleb. Maintenant, nous attendons qu'ils fassent leur mouvement. Alors que je rentre dans mon allée, je réalise que quelque chose a changé en moi. Le chagrin paralysant n'a pas disparu, mais il a été rejoint par autre chose. Une colère féroce et protectrice qui brûle le brouillard du désespoir. Je n'ai plus peur. Je suis en colère et prêt. Le lendemain matin, le shérif frappe comme un marteau. Quand j'ouvre la porte, son visage est vide professionnellement alors qu'il étend une épaisse enveloppe de Manila. Destiny Walker, on vous a servi. Mes doigts tremblent quand je le prends. Le poids se sent mal, trop lourd pour le papier, trop léger pour la destruction qu'il contient. Le shérif pointe son chapeau et part pendant que je suis figé dans ma porte, l'enveloppe brûlant contre ma peau. À l'intérieur, j'ai diffusé les documents sur ma table de cuisine et scanné le titre. Demande d'urgence de tutelle. Mon estomac s'embrouille. Ils ne viennent plus pour l'argent de Caleb. Ils veulent me contrôler. Le téléphone sonne. Richard, ils ont déposé, je dis, ma voix creuse. Je sais. J'ai reçu la notification. Comment vous tenez le coup? Je regarde l'affidavit joint à la pétition. La signature de Mélissa saute sur les 3 premières pages détaillant chaque moment de faiblesse qu'elle a vu pendant la maladie de Caleb. Quand j'ai oublié de manger. La nuit où j'ai sangloté incontrôlablement dans le couloir de l'hôpital. Le matin, je ne me souviens pas si j'avais pris mes propres médicaments. Ils ont tout tordu. Je murmure. Ils ont cité son dossier médical. Ce que j'ai dit au médecin en toute confiance. Victoria n'aurait pas dû avoir accès à ces fichiers, dit Richard, sa voix durcissant. C'est notre contre-attaque. Le comité d'éthique de l'hôpital enquête déjà. Je retourne à la page suivante. État financier montrant mon compte d'épargne épuisé. 18 mois sans revenus réguliers tout en prenant soin de Caleb avait tout drainé. Ils ont mis en évidence tous les frais de découvert, chaque paiement tardif, le présentant comme une preuve d'irresponsabilité financière plutôt que la réalité d'une mère dépensant tout pour sauver son fils. L'audience est demain. Richard dit, nous savions que ça allait arriver. On est prêt, mais je n'en suis pas sûr. Il ne s'agit plus seulement d'argent. Ils essaient de me priver de mon autonomie, de ma dignité, de mon identité même en tant qu'adulte compétent. Le document devant moi peint une photo d'une femme qui s'écroule. Incapable de prendre des décisions rationnelles, un danger pour elle-même sans supervision adéquate. Vous avez vu le journal? Richard demande calmement. Je récupère le site des nouvelles locales sur mon téléphone. Ils sont là, mes parents, assis dans leur salon immaculé, le chagrin gravé dans leurs expressions soigneusement composées. Le titre me rend nauséeux. La famille cherche de l'aide pour la mère en deuil. La citation de mon père apparaît en gras. Cela nous brise le cœur, mais nous devons la protéger d'elle-même. Je passe aux médias sociaux et je trouve le post. Soigneusement conçu de Victoria, une photo de nous comme des enfants, son bras autour de mes épaules. Parfois, la chose la plus difficile à faire est d'intervenir quand quelqu'un que vous aimez souffre. Gardez notre famille dans vos pensées pendant cette période difficile. Sensibilisation à la santé mentale, famille d'abord. La section de commentaires déborde de support pour eux. Les gens qui ne nous connaissent pas ne connaissent pas Caleb. Leurs prières et leurs louanges pour leur bravoure m'aident. Ils m'ont déjà jugé et condamné devant la cour de l'opinion publique. Je dis que les tribunaux ne se prononcent pas sur des affaires basées sur Instagram. Richard répond. J'ai déposé notre contre-pétition. Les parents d'Ethan sont arrivés ce matin. Ils sont prêts à témoigner de ses intentions pour la confiance. Le comité d'éthique de l'hôpital a publié une déclaration officielle au sujet de l'accès non autorisé au dossier de Caleb. Je touche le médaillon argenté autour de mon cou, sentant la photo de Caleb à l'intérieur. Et si ça ne suffit pas? Il le sera, Richard dit en toute confiance. Angela a plus de 20 voisins qui viennent vous soutenir. Votre ancien superviseur a soumis une déclaration sur votre professionnalisme. Et le médecin principal de la vigne Caleb a fourni un affidavit louant votre prise de décision médicale tout au long de son traitement. Mon téléphone pigne avec un SMS d'Angela. On est prêt pour demain. Tout le quartier est derrière toi. Pour la première fois depuis la réception des papiers du shérif, je ressens quelque chose d'au-delà de la peur, une étincelle de détermination alimentée par l'absurdité de leurs revendications. Ils n'étaient pas là. Pas pour un traitement chimio,
pas pour une transfusion de sang, pas pour une nuit où la fièvre de Caleb a grimpé à 104 et j'ai pensé que je pourrais le perdre ici dans l'unité d'oncologie pédiatrique. J'ai aussi soumis les vidéos de sécurité, Richard continue, montrant Victoria et votre mère essayant d'entrer chez vous la semaine dernière quand vous m'avez rencontré. Je me souviens être rentré pour trouver la notification de la caméra de sonnette, regarder l'enregistrement de ces boutons d'essai de porte, regarder par les fenêtres. On est en train de tout faire. Richard dit, la demande d'ordonnance de restriction a été incluse dans notre contre-pétition. Je regarde les documents répartis sur ma table, leurs mensonges imprimés sur papier à en-tête légale, rendus officiels avec des timbres et des numéros de dossier. Demain, un juge lira ces mots et prendra des décisions sur ma vie à partir d'eux. Repose-toi, Richard le conseille. Demain sera intense. Mais le repos ne vient pas. J'examine mon témoignage pour la 4e fois lorsque l'alerte de la caméra de porte clignote sur mon téléphone à 21h48. Victoria se tient sur mon porche seule. Je pense l'ignorer, mais quelque chose me dit de faire face à ça. J'active la fonction d'enregistrement sur mon téléphone avant d'ouvrir la porte. Gardez la chaîne de sécurité verrouillée. Que voulez-vous, Victoria? Elle a l'air différente de la confrontation du café, plus douce d'une manière ou d'une autre, son expression concernée plutôt que conflictuelle. Si je ne savais pas, je pourrais croire qu'elle s'en soucie. Je peux venir parler? Elle demande, sa voix douce. C'est pas vrai. Ses épaules tombent légèrement. Destiny, s'il vous plaît. Ça n'a pas à être si public, si moche. Tu l'as rendu public quand tu as donné cette interview. Tu l'as rendu quand tu as accédé au dossier médical privé de Caleb. Victoria regarde vers la caméra de sécurité, clairement au courant qu'elle est enregistrée. Je vous offre une dernière chance d'éviter l'embarras public. Lâchez votre opposition à la demande de tutelle. Signez sur le contrôle de la fiducie à moi en tant qu'administrateur. Nous retirons la pétition et personne n'aura jamais à connaître vos épisodes. Le mot s'accroche entre nous comme des épisodes de poison. La nuit où tu as appelé Mélissa à 3 heures, hystérique sur la respiration de Caleb. La fois où l'hôpital a presque appelé les services pour enfants parce que vous ne vous souveniez pas quand il avait pris ses médicaments pour la dernière fois. Sa voix reste sympathique, mais ses yeux sont froids. Ça va détruire ta réputation. Tout le monde saura à quel point vous êtes instable. Je sens un étrange calme s'installer sur moi. Tu devrais partir, Victoria. Son masque glisse alors, juste un moment, mais ça suffit. Rage clignote sur ses traits avant qu'elle ne se compose. Tu crois mériter cet argent? Tu as toujours été le fardeau, le problème, l'enfant, la déception. Elle se penche plus près de la porte. Nous t'avons porté toute ta vie. Il est temps que tu fasses quelque chose pour cette famille. J'ai fermé la porte sans autre mot. Mes mains sont stables pour la première fois aujourd'hui. J'appelle immédiatement Richard, je lui transmets l'enregistrement. Parfait, il dit après avoir écouté. Son masque a finalement glissé. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Il est minuit passé quand Angela arrive avec un sac de nuit. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'une compagnie, dit-elle, mettre un thermos de thé sur ma table de cuisine. Je vous remercie, je ne sais pas si sa présence est importante. Demain, nous leur montrons à quoi ressemble la vraie force, dit-elle, me serrer la main. Mon téléphone s'allume avec un SMS de Richard. Tout est prêt. Ethan a cru en toi. Nous aussi. Je ne peux pas dormir, alors je m'assois dans la chambre de Caleb, tenant son dinosaure en peluche préféré. La lueur des étoiles sombres que nous avons collées à son plafond brille encore faiblement. Je sors mon médaillon et je l'ouvre pour voir son visage souriant. Demain, c'est pour toi, mon pote, je murmure à sa photo. Pour votre héritage. Pour la première fois depuis que le shérif a frappé à ma porte, je sens quelque chose au-delà de la peur ou de la détermination. Je me sens prêt. Le lendemain matin, j'entre dans la salle d'audience avec la tête haute, flanqué par Richard, Angela et les parents d'Ethan. Le bois poli et l'atmosphère solennelle me rappellent une église, un temple où la vérité devrait être plus importante que la performance. Victoria, mes parents, et Mélissa s'assoient du côté opposé, leurs visages disposés en expression d'intérêt pratiqué. Mes nœuds d'estomac pendant que je prends mon siège. Ça fait 48 heures que le shérif m'a servi avec des papiers disant que je suis mentalement incapable de gérer mes propres affaires, et encore moins l'héritage de mon fils. Richard me serre le bras doucement quand on s'installe à la table de l'accusé.
Levez-vous pour l'honorable juge Marian Peabody. Une femme aux allures de Stern dans la soixantaine entre, ses cheveux argentés se retire dans un gros pain. Elle examine la pétition d'urgence avec des yeux étroits avant de s'adresser à la salle d'audience. Ce sont de graves allégations. Je m'attends à ce que les deux parties présentent des preuves, pas des émotions. Son regard balaie les deux tables. Monsieur Harrington, vous pouvez commencer pour les pétitionnaires. Maintenant, la vue des appels. L'avocat de ma famille se lève, son costume cher et sa position confiante, reflétant leur certitude qu'ils vont gagner. Votre honneur, c'est le cas d'une famille qui essaie désespérément d'aider une fille et une sœur qui s'envolent après une perte inimaginable. Il se dirige vers le banc, présentant des documents avec une sommité pratiquée. Mademoiselle Walker a exposé des comportements depuis le décès de son fils. Les décisions financières, l'isolement, le refus d'accepter l'aide de ceux qu'il aime le plus. Je serre mes poings sous la table alors qu'il continue à me peindre comme instable et dangereux pour moi et pour l'argent de Caleb. Quand Mélissa se lève, ma poitrine se serre. La destinée a changé pendant la maladie de Caleb. Elle témoigne, en évitant mes yeux. Elle est devenue obsédée par les traitements, paranoïaque que les médecins manquaient quelque chose. Elle m'appelait à 3 heures du matin, hystérique. Le souvenir de ces nuits m'a traversé, assis à côté du lit de l'hôpital de Caleb, terrifié par la fièvre qui a frappé quelqu'un que je pensais être mon ami. Mon isolement n'était pas paranoïaque. C'était l'abandon par les gens qui témoignent contre moi maintenant. Ma mère prend la position d'après, en larmes qui apparaissent sur ordre. On a le cœur brisé en la regardant s'autodétruire. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de protéger notre fille quand elle ne peut pas se protéger. L'expression du juge adoucit la performance de ma mère. Une vague froide de peur se lave sur moi. Elle achète leur numéro. Puis Richard se tient debout et tout se déplace. Votre honneur, ce que nous assistons aujourd'hui ne concerne pas, mais le calcul. Sa voix remplit la salle d'audience d'une autorité tranquille. Mademoiselle Walker ne s'est pas autodétruite. Elle a été systématiquement prise pour cible par des membres de sa famille qui l'ont abandonnée pendant la maladie de son fils, mais elle est apparue soudainement quand ils ont appris son fonds de fiducie. Ils commencent à démanteler méthodiquement leur cas, présentant des dossiers d'hôpital complets qui relatent chaque rendez-vous auquel j'ai assisté, chaque décision de traitement que j'ai cherché et approuvé. Chaque nuit, je dormais dans une chaise d'hôpital. J'aimerais appeler mademoiselle Catherine Winters, administrateur des dossiers de l'hôpital. Une femme d'âge moyen aux yeux aimables prend position et confirme ce que Richard soupçonnait. Notre système montre qu'il manque. Victoria Walker a accédé aux dossiers médicaux de Caleb il y a 2 semaines en utilisant un formulaire de contact d'urgence dépassé. Cela constitue une violation grave de la vie privée. Victoria se déplace inconfortablement dans son siège alors qu'elle murmure dans la salle d'audience. Angela témoigne ensuite, sa voix constante porte des décennies de sagesse. J'ai regardé Destiny prendre soin de ce garçon tous les jours. Lorsqu'il ne pouvait pas garder la nourriture baissée, elle a cherché ce qui pourrait aider et a continué à apprendre à préparer des repas qui ne le rendraient pas malade. Quand il avait peur des traitements, elle a créé des histoires de super-héros pour l'aider à comprendre ce qui se passait. Ses yeux trouvent les miens. Je ne l'ai jamais vu. Le père d'Ethan, Robert, prend la position suivante. Bien que nous n'ayons jamais été proches, son témoignage est clair et certain. Mon fils a établi cette confiance avec des instructions explicites. Il m'a dit, « Papa, si quelque chose arrive à Caleb, le Destiny obtient tout. » Elle a sacrifié sa carrière, ses économies, tout pour lui donner le meilleur soin possible. Elle honorera mieux sa mémoire que quiconque. L'expression de la juge a changé, ses yeux plus aiguisés, plus concentrés sur ma famille maintenant. Votre honneur, dit Richard. J'aimerais présenter une autre preuve. Il joue l'enregistrement de sécurité d'hier soir, la visite inopinée de Victoria chez moi. Sa voix remplit le tribunal. Détruisez votre réputation. Tout le monde saura à quel point vous êtes instable. Ma réponse calme suit. Tu devrais partir, Victoria. Les vraies couleurs de Victoria émergent dans ses prochains mots. Tu crois mériter cet argent? Tu as toujours été le fardeau. Le visage de ma sœur est rouge. La main de ma mère vole vers sa bouche. Mon père regarde droit devant, sa mâchoire serrée. Le juge demande une suspension de 15 minutes. À son retour, Victoria tente de parler, mais le juge Peabody la réduit au silence par un geste aigu. Monsieur Donovan, avez-vous d'autres preuves? Richard hoche la tête.
Une dernière exposition, votre honneur. Il joue un enregistrement audio de notre réunion de café. Les voix sont claires. Ma mère, une fois la tutelle approuvée, nous pouvons régler la situation hypothécaire de Victoria. Victoria et les réparations de la maison de plage, l'entrepreneur a besoin de 50 000 d'ici le mois prochain. Mon père, une fois sous tutelle, nous pouvons utiliser l'argent comme nous le voulons. Le destin n'aura pas son mot à dire. La salle d'audience est silencieuse. L'avocat de ma famille change les papiers sans but, clairement pas préparé pour cette révélation. Le juge Peabody appelle une autre pause. À son retour, son expression s'est durcie en granit. J'ai examiné toutes les preuves et les témoignages dans cette affaire. Ce tribunal ne trouve aucun fondement à la demande de tutelle d'urgence. En fait, ce que je vois est profondément inquiétant. Une tentative coordonnée pour exploiter une mère en deuil à des fins financières. Victoria commence à protester, mais le juge la coupe. Mademoiselle Victoria Walker, je vous suggère fortement de garder le silence. Ce tribunal rejette la requête avec préjudice, ce qui signifie que les requérants ne peuvent pas déposer de nouveau pour ces motifs. De plus, j'ordonne une enquête sur un éventuel parjure de Melissa Bennett et Charles et Helen Walker, dont les témoignages contredisent directement les preuves documentées. Le juge continue, chaque mot frappe comme un coup de marteau. J'accorde une ordonnance d'interdiction immédiate interdisant à tous les pétitionnaires de contacter Destiny Walker. La confiance sera immédiatement dégelée et garantie contre d'autres défis. La confusion de Victoria finit par craquer. Son visage se contracte alors qu'elle essaie de maintenir sa dignité pendant que ses plans s'effondrent. Ma mère commence à pleurer. Mon père regarde en avant, son expression figée dans l'incrédulité. Mademoiselle Walker, le juge dit de me regarder directement. Ce tribunal estime que vous avez agi avec une force et une clarté remarquables pendant une perte inimaginable. Votre fils serait fier de la façon dont vous avez protégé son héritage. Mes parents et Victoria se lèvent, essayant de m'approcher, mais un petit pas entre nous. Faisant respecter la nouvelle ordonnance restrictive. Richard se tourne vers moi, son comportement professionnel adoucissant. Le système a fonctionné aujourd'hui, Destiny. La justice a été faite. Les yeux d'Angela brillent de larmes. Caleb serait si fier de toi, chérie. Les parents d'Ethan m'embrassent, sa mère murmurant, vous avez honoré notre petit-fils et notre fils aujourd'hui. Quand je quitte la salle d'audience, je touche la photo de Caleb dans mon médaillon. Le petit cadre argenté tient sa dernière photo d'école, souriant malgré avoir perdu ses cheveux à la chimio. Ses yeux sont brillants avec la détermination qu'il a portée pendant 18 mois de combat. Les journalistes attendent dehors, les microphones se prolongent. Il y a un mois, j'aurais perdu la tête et précipité le passé. Aujourd'hui, j'arrête. Madame Walker, que pensez-vous de la décision du tribunal? Je me redresse les épaules, me sentant plus fort que moi depuis le jour où nous avons reçu le diagnostic de Caleb. Aujourd'hui, la justice a été rendue pour mon fils. Comme les caméras flash, je marche vers le futur Caleb aurait voulu pour moi. Un où sa mémoire n'est pas seulement préservée, mais honorée par la force qu'il m'a aidé à découvrir. Le fonds fiduciaire n'est pas seulement de l'argent. C'est son héritage, et je me suis avéré digne de le protéger. Le conseiller financier glisse un dossier sur son bureau d'acajou. Ces options d'investissement créeraient un financement durable pour le programme de bourse tout en préservant le principe, explique-t-il. J'étudie les chiffres, pas intimidé par le jargon financier. Une semaine depuis l'audition et déjà le monde se sent différent. La bourse en hématologie pédiatrique doit être entièrement financée, je dis, en tirant parti de la proposition. C'est non négociable. Le conseiller crie, en prenant des notes. Et l'ordonnance restrictive, qui tient ferme. Ils ne peuvent pas venir à moins de 1000 pieds. Ma voix ne vacille plus quand je parle de ma famille. Étrange à quel point la famille est devenue un terme administratif plutôt qu'un terme émotionnel. Le journal local a publié une histoire en première page hier. Mère a fait la guerre de confiance. J'ai reçu des dizaines d'appels et de messages. Même le fiancé de Victoria a appelé pour s'excuser avant d'annoncer que leur fiançailles était éteinte. Mes parents sont accusés de parjure. Melissa a été congédiée après que son témoignage ait circulé dans son lieu de travail. Quand je quitte le bureau du conseiller, Angela attend dans son ancienne fenêtre Buick roulée malgré le froid d'automne. Tout est prêt, demande-t-elle. Tout est prêt? Je glisse dans le siège passager, en me souvenant de toutes ces promenades à l'hôpital avec Caleb.
Comment Angela apportait des thermos de soupe maison quand la nourriture cafétéria devenait insupportable? Comment elle s'assoirait avec lui pendant que je dormais? Je n'ai jamais pensé pouvoir faire ça, je l'admets, en conduisant. Lève-toi. Créer quelque chose de durable. Angela me tape la main. J'ai su dès le moment où vous avez placé cette figure d'action dans sa tombe et fait cette promesse. Cette nuit-là, je dors paisiblement pour la première fois depuis le diagnostic de Caleb, pas de cauchemar de couloirs hospitaliers ou de machines à bip. Au lieu de cela, je rêve de Caleb rire, entier et fort, courant dans les champs ensoleillés. Richard appelle le lendemain matin. La paperasse de la fondation est déposée. La confiance est fermée. Même la Cour suprême ne pouvait pas la toucher maintenant. Mes voisins organisent un train de repas. Chaque soir, quelqu'un apparaît à ma porte avec des casseroles, des soupes, du pain frais. De petites gentillesses qui m'auraient submergé de gratitude avant de me sentir comme une confirmation de quelque chose que je commence lentement à comprendre. La famille n'est pas toujours du sang. Je sors une photo de Caleb, pas une photo d'hôpital, mais une photo d'avant à la plage, son sourire large sous une casquette de baseball. Pour la première fois, je peux le regarder sans me dissoudre en larmes. Je sais quoi faire de ton héritage maintenant, mon pote, je murmure. 6 mois plus tard, je suis dans l'unité de troubles du sang pédiatrique où Caleb a passé tant d'heures. Les murs sont plus brillants maintenant, peints avec des scènes sous-marines que Caleb aurait aimé. Une plaque à côté du poste d'infirmière lit Caleb Walker Memorial Wing. Une jeune infirmière s'approche, étendant sa main. Je suis Jennifer Abrams, la première étudiante de Caleb Walker. Je ne peux pas vous remercier assez pour cette opportunité de se spécialiser en hématologie pédiatrique. Caleb aurait été ravi, je dis, et réalise que je souris en parlant de lui. Pas le sourire serré et douloureux de quelqu'un qui retient les larmes, mais une véritable expression de joie à sa mémoire. Il voulait être médecin un jour. La fondation fait une telle différence, dit Jennifer. 3 familles ont déjà reçu une aide au logement d'urgence. La Caleb Legacy Foundation soutient maintenant les familles qui font face aux mêmes batailles que nous. Il n'y a pas d'assurance pour couvrir les dépenses, fournir des logements d'urgence près des hôpitaux, financer la formation spécialisée des infirmières pédiatriques. Chaque réunion du conseil offre de nouvelles possibilités d'élargir notre portée. Angela agit comme coordonnatrice bénévole, organisant un réseau de personnes qui fournissent des repas, des transports et des soins aux enfants pour les familles ayant des enfants hospitalisés. Richard s'occupe de toutes les questions juridiques pro bono, assurant la stabilité de la fondation. Vous avez créé quelque chose de beau à partir de quelque chose de tragique. La mère d'Ethan me le dit lors de sa visite mensuelle, elle et son mari sont devenus des grands-parents, aidant d'autres grands-parents à naviguer dans le système médical lorsque leurs petits-enfants tombent malades. Je m'exprime dans des groupes de soutien, en tuant des parents nouveaux dans le monde terrifiant des maladies chroniques de l'enfance. La première étape est de croire que vous pouvez faire ça, je leur dis. La seconde est de savoir que vous n'avez pas à le faire seul. Ma voix ne tremble plus quand je parle en public. Mes mains ne tremblent plus quand je signe des documents. La femme qui était figée sur la tombe de son fils est devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de Caleb serait fier. 1 an après les funérailles de Caleb, je retourne au cimetière. Le chemin est différent sous mes pieds. Ce n'est plus une marche vers un chagrin insupportable, mais une visite délibérée dans un lieu de connexion. Je place des fleurs fraîches par sa pierre tombale, traçant les lettres de son nom avec mon doigt. Le soleil du matin réchauffe le granit. Excusez-moi, une voix appelle. Une femme s'approche avec une petite fille autour de 7, tenant sa main. Vous êtes Destiny Walker? Je me tiens debout pour les saluer. Je suis Sarah Mitchell. Voici ma fille, Emma. Les yeux de la femme brillent avec des larmes incrustées. Emma a été diagnostiquée avec la même maladie que votre fils l'année dernière. Le spécialiste financé par votre programme de bourse a trouvé un protocole de traitement qui a fonctionné quand rien d'autre ne le ferait. L'héritage de votre fils a sauvé la vie de ma fille. Emma avance, timide mais déterminée. Merci de m'aider à aller mieux. Je me suis agenouillé à son niveau, voyant dans son visage le futur Caleb n'a jamais eu. De rien, Emma. Encore debout, je partage l'histoire de Caleb, pas avec douleur, mais avec fierté. La lutte pour son héritage m'a transformé, je l'explique. J'ai trouvé de la force que je n'avais jamais su. Sarah écoute attentivement. La fondation se développe. Oui, nous finançons la recherche sur les troubles sanguins rares à partir du prochain trimestre.
Angela rejoint officiellement le conseil et Richard structurant les subventions de recherche. Les parents d'Ethan dirigent le programme de défense des grands-parents. Quand ils partent, j'arrive dans ma poche et je sors la figure d'action préférée de Caleb, la même que celle que j'avais placée dans sa tombe il y a 1 an. L'ouvrier du cimetière l'avait récupérée pour moi après le service. Comprenant mon regret immédiat de m'en séparer, je le place doucement contre sa pierre tombale. J'ai tenu ma promesse, Caleb. Votre héritage est sûr et se renforce chaque jour. Au même endroit où je me suis senti complètement abandonné, je suis entouré par la présence de ceux qui sont devenus ma vraie famille. Pas liés par le sang, mais par quelque chose de plus fort. Choix, loyauté et amour. La famille qui compte n'est pas toujours celle dans laquelle tu es né, je dis doucement à Caleb. C'est celui qui se tient à côté de vous quand vous en avez le plus besoin. En colère. Quand je retourne à ma voiture, le soleil du matin se réchauffe sur mon visage, je réalise quelque chose de profond. Parfois la trahison la plus profonde conduit à la transformation la plus puissante. Je ne survis pas.